Autoroutes bloquées, lignes SNCF perturbées, la mobilisation des agriculteurs français se durcit. Au cœur de leur colère, la validation vendredi par l'Union européenne de l'accord du Mercosur. Un traité qui interroge le respect des normes européennes. L'Europe a de nouveau sacrifié l'agriculture sur l'autel de finances. Et pour nous, c'est encore une fois le capital qui a triomphé. Vous avez peut-être reconnu le sujet qui inquiète les agriculteurs qu'on vient d'entendre. Ils protestent contre la signature du traité UE-Mercosur qui a fait les gros titres récemment. Pour rappel, c'est un accord qui vise à réduire, voire à supprimer les droits de douane de tout un tas de produits alimentaires entre le marché européen et le marché sud-américain. Le problème, c'est que ces deux marchés ne suivent pas les mêmes règles du jeu. Par exemple, en Europe, le travail est mieux rémunéré et il y a davantage de normes environnementales. Donc mécaniquement, on va avoir des produits moins chers et moins durables provenant d'Amérique du Sud qui vont directement concurrencer les produits européens. Et le résultat, c'est que les agriculteurs européens, et on les comprend, craignent une pression à la baisse sur les prix. Lui, c'est Fabrice Riem. Il est professeur de droit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et directeur adjoint du Centre de recherche en droit européen du site de Bayonne. Je me suis entretenue avec lui car il est spécialiste des questions autour de l'alimentation. Alors qu'on sait, en tout cas c'est l'expérience, le regard historique qui nous permet de le dire, que pour le consommateur, ça ne changera pas grand-chose, en tout cas en termes de baisse des prix. En général, dans ce type d'accord, les gains profitent davantage aux importateurs et aux distributeurs. Autrement dit, le risque, c'est de fragiliser des producteurs européens qui sont soumis à des normes environnementales, alors je n'ai pas envie de les qualifier d'élevées, mais enfin en tout cas de plus élevées que celles des pays du Sud, sans améliorer réellement l'accès des consommateurs à une alimentation de meilleure qualité. Là, Fabrice Riem vient de nous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est de se poser la question de l'opportunité de ce traité, tout comme plein d'autres mesures d'ailleurs, du point de vue du consommateur. Et c'est là qu'intervient la justice alimentaire et le droit à l'alimentation. La justice alimentaire, c'est la possibilité pour chacune et chacun de se nourrir de manière suffisante, saine, durable, digne et autonome. Or, nous sommes encore bien loin du compte et c'est tout le sujet de ce 4e épisode. Bienvenue dans Droit comme un arbre, le podcast sur la justice environnementale. Fabrice, peut-être que vous pourriez commencer par dresser un constat de la situation en termes d'accès à l'alimentation dans le monde et puis ensuite plus spécifiquement en France. Oui, alors tous les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur le droit à l'alimentation le soulignent depuis plusieurs années. Nos systèmes alimentaires fonctionnent de façon parfaitement inéquitable. Il n'y a qu'à regarder quelques chiffres et quand on constate qu'à peu près 30% de la population mondiale vit dans une situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée, quand on constate qu'en Europe, il y a 34 millions de personnes, c'est-à-dire 8%, 8,5% à peu près de la population européenne, qui n'a pas les moyens de manger un repas complet chaque jour, et cela même alors que la production agricole mondiale permettrait de nourrir à peu près 1,5 fois la population mondiale actuelle. Alors, où est la justice alimentaire, en tout cas pour ceux dont l'assiette est vide? Et puis, je prolonge en disant qu'on peut se poser la même question au sujet de ceux dont l'assiette est pleine d'aliments nocifs. C'est-à-dire que des régimes alimentaires sains sont aujourd'hui hors de portée de plus de 3 milliards de personnes dans le monde en raison de leur coût. Donc l'alimentation saine, elle est réservée à ceux qui en ont les moyens. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, vous l'avez peut-être entendu, le président d'Intermarché reconnaissait faire des surmarges sur les produits sains. Alors le résultat de tout ça, eh bien, c'est la recrudescence de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles liées à l'alimentation, c'est-à-dire l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies seraient responsables de 70% des décès prématurés dans le monde. Alors, en France, vous savez, les différentes études proposent des chiffres qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Enfin, globalement, il apparaîtrait qu'environ 7 millions de personnes en France, ce qui est énorme,
n'ont pas accès à une alimentation adéquate et peuvent difficilement faire un repas par jour. Et ce sont ces mêmes personnes d'ailleurs que l'on trouve dans les queues devant les restos du cœur ou qui sont censées bénéficier de l'aide alimentaire, sauf que beaucoup d'entre elles n'en bénéficient pas, par crainte sans doute de stigmatisation d'ailleurs. Je crois qu'il y a seulement 3 millions de personnes, seulement si vous me permettez l'expression, qui bénéficient concrètement d'une aide alimentaire alors que 7 millions de personnes environ seraient éligibles. Mais est-ce que le droit n'est pas censé protéger toutes ces personnes? Parce qu'il existe bien un droit à l'alimentation, non? Oui, alors le droit à l'alimentation, il est inscrit dans un texte international qu'on appelle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est un pacte qui a été signé à New York en 1966. Tous les pays de l'Union européenne l'ont ratifié, pas les États-Unis, mais les pays de l'Union européenne l'ont fait. Et son article 11 reconnaît le droit de chacun à une alimentation adéquate. Donc ce texte, il existe, il est reconnu, les États sont censés le respecter. Mais pour des raisons, alors sur lesquelles on pourra peut-être revenir tout à l'heure, mais pour des raisons liées à un autre aspect de l'ordre commercial, de l'ordre international, il passe très mal dans la réalité parce il rentre en conflit avec les normes relatives aux échanges commerciaux et notamment aux échanges de produits agricoles. Alors aujourd'hui, certains États du monde ont constitutionnalisé le droit à l'alimentation, ont inscrit ce droit dans leur constitution, et l'avantage de cette solution, c'est que toutes les normes, toutes les règles de droit doivent être conformes à la Constitution. Donc lorsque une telle norme est inscrite dans la Constitution, eh bien on s'attend à ce que les autres lois soient conformes à la concrétisation de ce droit à l'alimentation. En France, il y a un débat actuellement sur cette question. Il y a eu une proposition de certains sénateurs d'inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution. Et puis, il y a une autre dimension sur laquelle j'ai pu travailler d'ailleurs l'année dernière, c'est l'adoption d'une loi cadre en France sur le droit à l'alimentation. C'est le Conseil de l'Europe qui, en septembre 2024, a adopté une résolution qui invite les États à adopter des lois cadres pour précisément que ce droit à l'alimentation, qui est reconnu dans l'ordre international, mais qui ne passe pas dans la réalité, eh bien, fasse l'objet de lois d'application dans les différents États membres. Donc on a un arsenal juridique qui est relativement complet et qui pourrait s'étoffer dans les temps qui viennent. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait assez de nourriture sur Terre pour nourrir tout le monde. Est-ce à dire que toutes ces inégalités, toutes ces injustices dont vous parliez au début sont liées essentiellement aux revenus ou à la répartition des ressources? Je crois que le problème majeur, c'est la pauvreté et la répartition des ressources. Ce qu'on constate, c'est que les denrées alimentaires sont traitées comme des marchandises ordinaires. Elles sont soumises à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais dans un tel système, il n'y a que la demande solvable qui peut être satisfaite. Dans un tel système, les besoins vitaux n'ont aucune importance. Et pourtant, les États qui ont ratifié le fameux pacte de 1966 que j'évoquais tout à l'heure, ces États se sont engagés, ce sont les termes mêmes du pacte international, à assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins. Moi, cette formule, je la trouve très importante parce qu'on voit qu'il y a un enjeu de vocabulaire et donc un enjeu de grammaire sociale. Le texte parle bien de ressources et de besoins. Il ne parle pas d'offres et de demandes. Et ça devrait entraîner un changement de référentiel, un changement de paradigme lorsqu'on pense aux questions d'accès à l'alimentation. Il suffit de se souvenir des émeutes de la faim, vous savez, qui se sont multipliées ces dernières années, un peu partout dans le monde, mais notamment en Tunisie ou en Égypte. Bon, que s'était-il passé? Eh bien, face à la hausse des prix des produits alimentaires de base, les populations ont réclamé, c'était la devise du mouvement en Égypte, elles réclament du pain, de la liberté et de la justice sociale. Et donc très clairement, la justice sociale est un préalable à la justice alimentaire. Et il s'agit, autrement dit, d'agir sur les racines des inégalités, d'agir sur les racines de la pauvreté. Et c'est précisément ce que dit l'ONU. Et plus précisément, le comité de l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels, il affirme que la justice sociale et le droit à l'alimentation, le droit fondamental à l'alimentation,
sont indissociables et que cela implique avant tout des politiques visant à éliminer la pauvreté, qui est la première cause de la faim et de l'insécurité alimentaire. Mais donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque au droit pour qu'il soit effectif, pour qu'il y ait une réelle justice alimentaire? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas surestimer le rôle du droit. D'une certaine façon, le droit, il fait ce qu'on lui demande de faire. Alors bien entendu, il y a toujours l'interprétation des juges, et cette interprétation, elle est souvent problématique lorsque les textes s'articulent mal les uns avec les autres. J'en donne un exemple. Selon l'OMC, les États sont responsables d'éliminer les obstacles au commerce, y compris pour les produits de l'agriculture. Selon l'ONU, la responsabilité des États, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de leur population. Eh bien, il y a un décalage évident entre les deux grands volets, si vous voulez, de l'ordre international libéral. D'un côté, les exigences relatives au commerce, et puis de l'autre côté, les exigences relatives aux droits humains, aux besoins fondamentaux. Vous le voyez là, le lien avec le traité Mercosur au début de l'épisode? Et de ce point de vue, j'évoquais tout à l'heure les préconisations du Conseil de l'Europe, qui invitent précisément les États à adopter des lois cadres pour coordonner l'ensemble des lois. Ça serait un premier pas qui pourrait être fait dans l'ordre interne, c'est-à-dire par exemple en France ou dans les différents pays européens. On pourrait très bien se doter d'une loi cadre, et il y a des travaux qui sont menés actuellement, auxquels je participe, et qui pourraient aboutir d'ici 2027, ou en tout cas un petit peu avant les prochaines élections présidentielles, à une proposition de loi cadre en ce sens. Le droit pourrait être très utile si il cessait d'être contradictoire. Comment est-ce qu'un droit qui est qualifié de fondamental, qui est reconnu universellement, peut rester ineffectif, peut rester lettre morte? Il y a une raison assez simple à cela, c'est que un droit fondamental, finalement, n'est rien d'autre qu'une abstraction. Il doit être accompagné de mesures concrètes. On en a plein d'exemples sous les yeux tous les jours. On reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça passe dans la réalité? On reconnaît le droit au logement. Est-ce que ça a considérablement diminué le nombre de mal logés en France? Pas du tout. Et puis on reconnaît de la même manière le droit à une alimentation saine et suffisante. Donc voilà, le problème ici, c'est que ce dont on a besoin pour que peut-être la justice alimentaire passe dans la réalité, c'est des politiques publiques pour rendre effectif le droit à l'alimentation. Or, dans ce domaine, les États ont tendance, et c'est le cas de la France, à se réfugier dans une approche caritative, à travers l'aide alimentaire, pour nourrir ceux qui ne peuvent pas le faire en toute autonomie. Alors justement, on va parler de cette aide alimentaire parce que c'est une réponse qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Pour en parler, je me suis entretenue avec Magali Ramel. Elle est juriste, actuellement en postdoc à Nantes, où elle mène des recherches autour du droit à l'alimentation et de la lutte contre la précarité alimentaire, avec pour spécificité une approche par les droits. Le gros changement de l'approche par le droit à l'alimentation, c'est de mettre au centre les attentes et les besoins des personnes, de reconnaître des titulaires de droits et donc des acteurs, de dire c'est des personnes qui doivent avoir les capacités d'agir ou de pouvoir exercer leurs droits. Ce qui renverse complètement la logique par rapport à la compréhension des enjeux comme des personnes qui vont être bénéficiaires d'une aide alimentaire. Quand on est bénéficiaire d'une aide alimentaire, on tend la main et on va recevoir une aide. Quand on reconnaît des personnes actrices et titulaires de droits, à ce moment-là, on va venir re-questionner les réponses sociétales à partir de leurs attentes et leurs besoins. Le point aussi pivot, c'est autour de la dignité des personnes, de ne pas penser juste l'accès à l'alimentation, mais bien un accès digne et non discriminant. À ce moment-là, ça implique de questionner le comment les personnes vont se procurer ou comment elles vont pouvoir s'approvisionner et manger, oui, et se nourrir, et de partir de leurs ressentis ou de leurs attentes. Et donc, très concrètement, ça vient questionner fondamentalement le fait qu'il y ait une filière d'aide alimentaire propre aux plus pauvres. Et donc, cette approche par les droits
vient presque remettre en cause les politiques actuelles qui organisent un circuit d'approvisionnement spécifique pour les plus pauvres, parce que sous l'angle de la non-discrimination, sous l'angle de la lutte contre les inégalités, on institutionnalise un circuit où la nourriture sont de moins bonne qualité, parce que c'est souvent aussi en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec moins de choix, ou pas de choix du tout. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les témoignages même des personnes disant que quand elles vont demander une aide alimentaire ou quand elles vont recevoir une aide alimentaire, peuvent recevoir des remarques désobligeantes si elles refusent tel ou tel produit, de personnes qui leur disaient que si elles avaient vraiment faim, elles prendraient tout ce qu'on leur donnerait. Vous voyez, de se dire, en fait, autour de l'urgence alimentaire, il y a un peu une réduction du quantitatif, peut-être du quantitatif et du qualitatif. Et d'ailleurs, la définition légale de l'aide alimentaire, c'est fourniture de denrées alimentaires. On reste vraiment sur ce côté de on remplit des ventres. L'originalité de mes travaux et de ce que j'ai poussé, c'est de se dire que ça se réduit jamais à ça pour personne. Personne ne se nourrit uniquement pour un plan purement calorifique et énergétique, alors que le droit et les politiques publiques peuvent le penser comme ça. Si je comprends bien, Magali, ce que vous dites, c'est que donc il faut sortir d'une approche qui est soit quantitative ou qualitative du droit à l'alimentation. Et donc, en réalité, il y a d'autres choses qui se jouent au niveau des personnes. Qu'est-ce que ça implique en termes de politique publique, par exemple ? En fait, il y a beaucoup de travaux menés à l'international dans tous les secteurs, notamment dans la coopération internationale, sur l'aide internationale, qui ont montré que des projets, même en mobilisant tous les mots qu'il faut de dignité, de participation, ont pu être complètement contre-productifs ou aggraver même les inégalités sociales de santé si ils étaient pensés uniquement avec les professionnels et les bénévoles ou les personnes dirigeantes, sans associer les. C'est-à-dire, c'est que le prix, c'est-à-dire, c'est les personnes concernées qui savent ce qui se passe et qui permettent de sortir d'une compréhension très sectorielle ou en silo des enjeux. C'est pas uniquement la santé, c'est la santé, c'est l'environnement, c'est la façon de cuisiner, c'est de prendre en compte que autour de l'alimentation, il y a l'enjeu de l'énergie aussi, des personnes qui parce qu'elles comptent tout, vont compter aussi le coût de l'énergie pour cuisiner et qui trouvent des stratégies comme ça. Et donc, c'est de se dire qu'on a besoin, c'est pas dire c'est la seule voie, mais on a absolument besoin de mettre au centre les attentes et les stratégies des personnes pour penser ces solutions au risque ou d'être contre-productif ou d'aggraver même les situations de santé pour des programmes qui prétendent pourtant y répondre. Si on estime qu'il y a un vrai enjeu d'accès de chacun à une nourriture qui soit de qualité suffisante, comment on ne fait pas porter ces exigences uniquement sur les choix de consommation des consommateurs et c'est là-dessus en fait le point avec aussi les personnes en précarité alimentaire, c'est que quand on pointe l'importance d'un bien manger, c'est toujours en montrant ce qui est un mal manger ou de mauvais comportements alimentaires. Et tout au long de l'histoire, et encore aujourd'hui, ça pointe souvent des comportements alimentaires des plus pauvres. Et donc, cibler, de développer en partie sur ces enjeux nutritionnels, des ateliers cuisine qui vont orienter, qui vont aussi aider à la gestion du budget des plus pauvres pour pouvoir faire des bons choix alimentaires. Ça fait partie des mesures qui sont autour de l'accompagnement par l'alimentation, autour de l'aide alimentaire, qui sont très largement déployées au niveau des associations. C'est aussi, il y a eu un rapport sénatorial récent aussi pour l'accès à l'alimentation durable qui pointait justement cette exigence presque d'éducation des plus pauvres autour d'une bonne alimentation, qui porte un peu sous-jacent un grand préjugé de les plus pauvres ne sauraient pas se nourrir ou les plus pauvres ne sauraient pas faire des bons choix alimentaires au regard des enjeux santé-environnement. Et un autre exemple, ça a été aussi un rapport du Haut Conseil de santé publique qui suit tout ce qui va être les politiques nutritionnelles, donc le PNNS, Programme Nutrition Santé, dont tout le monde connaît les messages de manger 5 fruits et légumes par jour, mais qui est bien un message qui va orienter les comportements alimentaires individuels pour faire des bons choix, sans agir sur l'offre. Vous voyez, ça vient pas contraindre l'offre et la qualité de l'offre accessible, ça vient contraindre ou ça vient inciter les individus à faire des bons choix alimentaires. Et ce rapport du Haut Conseil de santé publique pointe l'échec des politiques du PNNS, donc du programme Nutrition Santé, et donc de tous les programmes de 2001 à 2017, qui étaient ciblés justement sur ces
bon message à suivre pour les comportements alimentaires, en ciblant que par là, on ne vient pas réduire les inégalités sociales de santé, voire on les aggrave, parce qu'on alimente des préjugés, comme quoi les plus pauvres ou les personnes en précarité, s'ils ne suivent pas ces messages, c'est qu'ils ne les connaîtraient pas ou ils les auraient pas assez intégrés. Alors que l'enjeu, c'est bien d'agir sur la possibilité ou l'agir aussi sur cet environnement alimentaire. Alors, que peut le droit dans tout ça? On a parlé d'une loi cadre, d'une approche par la dignité des personnes. Pour Fabrice Riem, comme pour Magali Ramel d'ailleurs, la première étape, c'est de décloisonner la pensée. Moi, il y a un texte que je garde à l'esprit, c'est la charte de la Havane. La charte de la Havane, c'était un texte qu'avait porté le président Roosevelt juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui prévoyait la mise en place d'une organisation internationale du commerce, qui, à la différence de ce que sera finalement l'Organisation mondiale du commerce, était rattachée à l'ONU. Et ça aurait contraint cette organisation à prendre en considération les droits humains dans la mise en œuvre de la libéralisation du commerce. Donc, si on devait attendre des solutions du côté du droit, ça serait d'abord retrouver de la cohérence, rompre avec cette pensée en silo qui fait qu'on traite d'un côté des problèmes de commerce des produits agricoles, de l'autre côté des problèmes de sécurité alimentaire, dans une troisième arène encore les questions de climat. Alors bien sûr qu'il y a de plus en plus de perméabilité entre ces questions, mais globalement, la pensée reste cloisonnée. On ne traite pas les questions ensemble. Eh bien, il suffirait d'un peu de volonté politique pour réorienter le droit dans un sens qui lui permette d'aider chacun à se nourrir correctement. C'est une loi explosive qui fait énormément polémique. Elle prévoit la réintroduction à titre dérogatoire d'un pesticide interdit en France. Réintroduction de pesticides, agrandissement des élevages, la loi du plomb, une loi attendue par certains agriculteurs mais hautement contestée par les défenseurs de l'environnement. Les producteurs de betteraves disent en avoir besoin en urgence pour sauver leur filière, pour lutter contre les ravageurs, pour freiner la concurrence déloyale face aux agriculteurs européens. Des permanences d'élus saccagées, une pétition qui dépasse les 2 millions de signatures, la société civile tout entière qui se mobilise et deux camps qui s'affrontent. Vous vous rappelez sans doute des débats houleux autour de la loi du plomb. Cette loi qui vise à alléger les normes dans l'agriculture a été promulguée en août 2025, puis retoquée par le Conseil constitutionnel, qui a finalement censuré une de ses mesures phares, qui était la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Ce qui était intéressant au moment des débats, c'est que tout à coup, on a vu s'opposer deux camps. Pour faire simple, d'un côté, le camp de l'alimentation, de la production alimentaire, de l'autre, le camp de l'environnement, donc de la protection de la planète. Or, d'un point de vue de la justice alimentaire, ces deux camps ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire. C'est ce qu'explique Fabrice Riem. On nous met face à une alternative. Il faudrait choisir entre une agriculture intensive capable de produire beaucoup, mais destructrice des écosystèmes, et une agriculture respectueuse de l'environnement, mais qui serait incapable de nourrir une population croissante. Bon, l'objectif est clair, il s'agit en réalité de disqualifier les pratiques agroécologiques. Et dans ce contexte, il est urgent de changer de cap, il est urgent de bifurquer. Et je crois que cela commence, par exemple, par une remise à plat des mécanismes de formation des prix. Vous savez que les lois Egalim, ces fameuses lois issues, d'où leur nom, des États généraux de l'alimentation, elles s'y sont attaquées à ces mécanismes de formation des prix de manière très opportune, mais insuffisante, voire frileuse. Pour dire les choses simplement, je crois qu'il faudrait qu'on parvienne à relier deux formes de justice. C'est-à-dire la question de la justice des prix, mais la question aussi de leur justesse. La justice des prix, elle suppose de tenir compte à la fois de la nécessité d'un revenu digne pour l'agriculteur et de l'accès de chacun à une alimentation adéquate. Là, on peut parler de justice. Mais les prix doivent aussi être justes du point de vue de leur justesse, c'est-à-dire qu'ils doivent refléter des données environnementales et sociales, c'est-à-dire celles-là même que la théorie du marché relègue au rang d'externalité. Mais concrètement, comment on fait? Est-ce que vous avez des exemples de mesures ou de choses qui marchent? Je le disais un peu tout à l'heure, il y a de très nombreuses collectivités locales qui mettent en œuvre cette approche de justesse et de justice des prix. Comme souvent, finalement, le changement vient d'en bas.
Je pense au projet Terre de Source, qui est porté par un collectif qui s'appelle Eau du bassin rennais. C'est un très bon exemple de cette possible transition agroécologique. Que s'est-il passé? Les élus ont constaté que l'agriculture intensive polluait considérablement l'eau. Et donc, ils ont décidé d'agir en créant, comme quoi il suffit d'un peu de volonté politique, en créant une économie locale, sociale et durable. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, les agriculteurs qui acceptent de modifier leurs pratiques bénéficient de débouchés garantis dans la restauration collective, grâce à des marchés publics qui ne sont pas centrés sur l'achat de denrées alimentaires, puisqu'on ne peut pas mettre de clause de localisation dans la commande publique, mais le marché public est centré sur la fourniture d'un service environnemental. Et ce service environnemental, c'est la qualité de l'eau. Et puis, ils ont en même temps créé une marque qui s'appelle Terre de Source, et qui permet aux agriculteurs ensuite de valoriser leurs produits dans les circuits de distribution du territoire. Et l'ensemble de ce dispositif est géré par une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit des agriculteurs, les collectivités locales, sur tout le bassin versant de Rennes, donc c'est un nombre très important de collectivités, des consommateurs, des associations, des transformateurs. Et donc là, on a un très bon exemple d'une gouvernance partagée au service de la transition agroécologique. Et finalement, vous voyez, cette initiative, comme toutes celles qui se déploient dans de nombreux territoires, elle esquisse en quelque sorte les contours d'un nouveau contrat social qui permettrait de renouer par l'alimentation le lien entre la nature, les ressources, et la société, les besoins sociaux. Il existe d'autres réflexions pour aller vers davantage de justice alimentaire. Par exemple, il y a beaucoup d'expérimentations autour de la création d'une sécurité sociale alimentaire. Donc, comme pour la sécurité sociale classique, elle fonctionnerait sur le principe de cotisation par les bénéficiaires, des cotisations rassemblées et gérées par une caisse alimentaire locale qui ensuite redistribue les fonds selon les besoins et selon une liste de produits conventionnés. Une autre réponse, peut-être plus globale et plus pertinente, en tout cas c'est l'avis de Fabrice Riem, pourrait résider dans une redéfinition du système des aides agricoles avec une redistribution plus juste et qui prend davantage en compte la dimension environnementale des structures agricoles plutôt qu'être basée essentiellement sur leur taille. Ce qu'il faut retenir en tout cas dans cet épisode, c'est qu'il faut tenter de penser la justice alimentaire de manière transversale et que l'approche par les droits est une clé de lecture incontournable.